Coucou! Le 19 décembre 1985, un procès à Nantes bascule en prise d'otage. Georges Courtois et ses complices défient la justice et la police. Voici l'histoire. Georges Courtois naît dans le centre de Nantes en 1947. Sa mère est couturière et son père charpentier. Il vit dans un milieu pauvre. Il va commettre son premier crime à l'âge de 11 ans, le vol de vélo d'un boucher, avec son panier rempli de viande. Mais il va être vite rattrapé. À 14 ans, il va être condamné et il va faire un séjour en prison. Dès sa sortie, il va rencontrer sa future femme, Chantal, en 1966. C'est une aide-soignante. Il l'épousera même en prison, ils auront 2 filles. Ensuite, son père va malheureusement décéder sur un chantier à l'âge de 39 ans. Selon ses propos, il gardera une certaine rancœur pour le monde du travail. Il déménage à Paris et il va cambrioler des magasins et des grandes propriétés. Il va être finalement arrêté pour le braquage d'une armurerie en 1974 et envoyé à la maison d'arrêt d'Angers, où il va passer une licence de droit et il va être condamné à 12 ans de prison, dont 3 pour outrage à la suite de lettres provocantes qu'il avait écrites au magistrat. En prison, il va rencontrer ses futurs complices, Abdelkarim Kalki et Patrick Thiol. Il va tenter un braquage avec Patrick en 1983. Ils vont être arrêtés par la police suite à une course-poursuite. Karim avait 24 ans au moment des faits, c'est un franco-marocain, et Patrick a 27 ans à l'époque, et c'est un ancien militaire. Ils seront jugés le 18 et 19 décembre à Nantes, devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, mais le procès va très vite basculer. Un véritable chaos. Abdelkarim est libre, mais il n'a pas l'intention de rentrer tranquille longtemps. Il va braquer une banque pour pouvoir acheter des armes. Oui, vous avez bien entendu, des armes, car il prépare un plan. Le plan, c'est de prendre d'assaut le tribunal pour libérer Patrick et Georges. Mais pas que, ils veulent transformer ce procès en un coup d'état politique, faire le procès de la justice et de la société en direct devant les caméras. Comment ils vont faire? Ben voici leur plan. Karim entre seul dans la cour d'assises, armé, des armes pour les 3. Il va directement braquer le président de l'assesseur et celui de droite. Il ordonnera de faire monter les autres sur l'extrade. Et si le président refuse, il abat l'assesseur. Il déclenchera le plan, c'est-à-dire les caméras et les journalistes, et il fera évacuer le corps en direct. Et c'est Georges qui prendra les négociations. Il fera le procès de la justice devant la France entière. Quant à Karim, lui, il va surveiller les otages, garder le contrôle de la salle. Et quant à Patrick, il aura le rôle de l'exécutant. Commencer par un premier cadavre, et la télé sera leur passeport de message. Sanglant, un aller simple, hors du tribunal, mais le problème, c'était la salle. Il faudra immédiatement contrôler tout le monde. Pas de panique, pas de cris, pas de mouvement de foule, menant à la catastrophe. Ils connaissaient les lieux, ils savent qu'il n'y a aucune sortie possible. Aucun policier ne pourra entrer sans se faire descendre. C'était ça le plan. Le plan est simple, violent, médiatique. Ils seront convoqués le 18 et le 19 décembre 1985, à 9h du matin. Avant ça, Karim va envoyer un message directement transmis par un surveillant. Il réclame la liste exacte des armes. Demande, vraiment, c'est un truc de malade. 3 revolvers, 350 Magnum, 6 grenades défensives, 3 pistolets mitrailleurs et des munitions correspondantes. Karim, bien sûr, il va dire mais c'est impossible que je puisse prendre tout ça tout seul, surtout que c'est des gros engins, etc. Il réduira l'équipement au strict nécessaire, c'est-à-dire 3 revolvers, 3 grenades, les munitions, 10 paires de menottes, des chaînes et des cadenas, et des paquets de cigarettes. C'est le jour J, le 19 décembre 1985. 10h, les 2 accusés, Georges et Patrick, sont dans la cour d'assises. Karim, pourtant, lui, c'était fini, la prison, il aurait pu refaire sa vie, il aurait pu repartir au bled au Maroc, il aurait pu faire tout ce qu'il veut, il est libre. Mais en fait, je crois que l'amitié, c'est trop fort pour lui, et il veut sauver ses amis, sachant que ça pourrait se finir très mal. La mort, quoi. Ils peuvent mourir. La veille, il y a une amie à lui qui l'a aidé à préparer. Genre, ils ont décousu une partie de sa veste pour dissimuler tout le matériel.
c'est-à-dire 8 calibres, 6 grenades, 2 paires de menottes, une chaîne d'1 mètre avec des cadenas, cartouches entières de cigarettes. Les cigarettes, c'est très important. Même une radio. Vous savez comment il s'est rendu au tribunal? En bus. Et sans payer le bus. Genre, il aurait pu se faire arrêter, se faire contrôler dans le bus. Il aurait tout gâché, quoi, entre guillemets. Fini. Bref. Passons au jour J. L'avocat général Philippe Garon entame un discours virulent. Il affirme n'avoir jamais vu d'individu d'une telle envergure. Comparaître devant la cour d'assises dans la salle, l'ambiance est tendue. Personne ne doute que dans quelques minutes, il y a Karim qui arrive. Que le procès est sur le point de changer. Soudain, 3 coups de feu éclatent dans le couloir. Et la prise d'otage commence. Karim apparaît dans la salle d'audience, dans la main gauche une grenade et celle de droite un revolver calibre 38. Ceci est une grenade. Découbille. Un seul geste, je me fais exploser. 10h50 et le canon de son revolver vient de se poser contre la tempe du magistrat. Ne t'inquiétez pas, il est pas mort. 34 personnes sont prises au piège. Karim, Georges et Patrick vont faire évacuer la police et la famille des accusés, quoi. Les avocats de la défense ont réussi à s'enfuir, mais sauf maître Michel Taupier, l'avocat des accusés, et il fera d'intermédiaire. 11h. Karim commence à enchaîner les magistrats et Georges commence à vérifier les identités des jurys. Les personnes de confession israélite, j'ai bien dit israélite et pas juif, sont invitées à lever la main et à se déplacer là où on leur indiquerait. Les personnes se manifestent. C'était pas pour leur tirer dessus ou leur faire leur propre procès, c'était juste de poser quelques questions en fait. Karim voulait des explications sur leur politique sioniste et sur la situation en Palestine. Il va montrer des images des femmes, hommes, enfants palestiniens et en fait il demande des explications. Pourquoi les sionistes ils sont comme ça en fait. Ils veulent des explications. Georges et Patrick soutiennent totalement. Le discours semblait confus pour certains, mais le message lui était limpide. Pour eux, les injustices dénoncées faisaient écho à elles, vécues au quotidien y compris dans cette cour d'assises. Ce n'était plus une question de se soumettre à un pouvoir fondé sur l'oppression, c'était de montrer que les rôles pouvaient s'inverser ici et ailleurs. Pour Karim, la cause palestinienne, leur attention était claire, mais frappait les consciences. Soudainement, une étudiante était prise de malaise et Georges apprend qu'elle était cardiaque. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la laisser partir. Ils vont distribuer des chewing-gums et des cigarettes. L'avocat est envoyé dehors, mission faire venir une équipe de télé, pas de policiers, mais des vrais journalistes. Après, Georges exige ensuite la présence d'un juge d'instruction, Monsieur Cabot. Un règlement de compte, il voulait l'interroger et après le tuer. Mais le président du tribunal dira mais il viendra jamais en fait. Faut faire ce que vous voulez, il viendra jamais. Et ensuite, l'avocat vient avec équipe de télévision et journalistes. Les cartes de presse sont vérifiées et maintenant, action. Georges se tourne vers l'objectif et commence ce discours. Bonjour mesdames et messieurs, les jurés, je vous déclare coupable d'être ici. Vous pouvez refuser la convocation, payer une amende peut-être, mais non, vous avez obéi. Vous êtes coupable de ne pas avoir su. L'ignorance est une faute. Quand on élimine des gens, on doit savoir ce qu'on fait. Vous allez nous condamner dans cette minable affaire de hold-up. Je jure sur la tête de mes enfants que Taulier et moi, on n'y était pas. Le vrai coupable était dans la salle. Comme vous, madame, ça vous faisait plaisir de nous condamner, hein? Vous êtes pris en otage, comme nous l'avons été. Taulier et moi, pendant 2 ans. Comme Kalki l'a été pendant 5 ans. Pris en otage par l'État français, sous la menace des armes de la police. Vous les jurés, anonymes, vous bossez comme des chiens, couverts de dettes, chaque fin de mois. Et vous voilà ici, désignés pour siéger en cour d'assises. Ça y est, vous êtes dit, je suis quelqu'un, ou plutôt, je suis quelque chose. Un instrument, un engrenage, dans une machine à distribuer de la prison. Vous y allez suivre le président, les yeux fermés, sans savoir ce qui se passe après, dans les tôles. Vous êtes coupable de ça aussi. Aujourd'hui, on s'attaque à la plus haute institution répressive du pays.
Alors je vous demande, quel effet ça vous fait de devenir jugé et de vous trouver jugé? Hein? On s'est levé bien tranquillement ce matin. On s'est dit qu'on allait passer une bonne journée, qu'on allait prendre une jolie petite condamnation dans cette belle assemblée. Mais qu'est-ce que vous croyez? Quand on entre dans une cour d'assises et qu'on juge les gens et qu'on n'aura jamais à rendre des comptes, ce serait un peu trop facile. Vous voyez? En réalité, c'est nous qui allons vous juger. Quel effet ça fait d'être de l'autre côté? Cette opération est ponctuelle. Comme je l'ai dit au procureur, il sait ce que c'est, une opération ponctuelle. Il m'en a accusé de plusieurs. Il y a une entrée en matière, un développement, une conclusion. Cette affaire, elle ira jusqu'au bout, que les autorités le veuillent ou non. La solution est simple, c'est une alternative. On part ou on meurt. Aucun problème, ça s'appelle des grenades défensives quadrillées. Vous filmez la chaîne, si vous voulez bien. Quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement de vous retrouver en position d'être jugé à votre tour? Qu'est-ce que ça vous fait? Très impressionnant. Madame? Très impressionnant. Non, mais enfin, ce que je veux dire, ce que je voudrais savoir, c'est le rapport que vous faites entre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on vient tranquillement condamner les gens et puis on s'aperçoit que ça se passe pas comme ça. Hein? Bien. Alors, je dis ici, devant ce monsieur, que notre but n'est pas de faire du mal à qui que ce soit. Y compris vous, monsieur le président. Y compris le procureur de la République. Hein? Notre but essentiel est de nous en aller, monsieur Glarin. Je m'excuse, mais votre compagnie ne m'est pas vraiment désagréable, mais je suis obligé de partir. Vous comprenez bien ça? Et nous partirons à partir du moment où on nous laissera partir. Mais attention, la sortie, ça va être chaud, hein. Je pense d'ailleurs que nous jetterons une petite grenade dans la salle des pas perdus, histoire d'effrayer un peu ceux qui auraient voulu se cacher dans les couloirs. Hein. Ainsi que je l'ai dit au procureur. Il sait ce que c'est une opération ponctuelle, il m'a accusé d'en avoir mené plusieurs. Elle a donc une entrée en matière, un développement, une conclusion. Cette affaire sera menée au bout, que les autorités le veuillent ou non. La solution de cette affaire est simple, c'est une alternative. Ou nous partons, ou... Et je sais pas pourquoi, mais genre, les journalistes, ils ont pensé que c'était dans une série, il y a un mec qui dit « Coupez, coupez on recommence. Allez plus là-bas et refaites votre discours. » Et genre, après un peu, il a cru que c'était une série, un studio ici. Et là, arrête de dire des conneries, t'es là juste pour filmer et tu fermes ta bouche. Il lui a dit ça en gros. Ou à l'avocat d'aller chercher un téléphone. Il revient avec un téléphone, mais il lui dira oui, Georges, que le commissaire de police veut lui parler. En fait, il veut ni de commissaire, ni de policier de banlieue, rien du tout. Il veut le préfet procureur de général, et rapidement. Midi passé. Une unité d'élite a été créée et appelée sur place, et aussi deux noms circulent. Robert Broussard et Ange Mancini. Puis, un journaliste pose une question à Georges. « Monsieur, pourrez-vous me dire quelles sont les exigences que vous formulez, merci ?» Il dira que les exigences seront énoncées en temps utilisé. La moindre tentative d'intervention policière sera suivie d'une sanction. Aucun désir de fait de mal, ce n'est pas le but. Mais si la police fait quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5 otages, il s'en fout, il les tuera. Et ça sera uniquement la faute de la police. Que les forces de police entendent avec une grande attention les exigences qui seront formulées. Je dis au nom d'Allah et du prophète, au nom de l'islam, au nom de la nation arabe et au nom des opprimés de tous les pays, j'ai le ferme soutien de mes deux camarades ici présents pour conduire cette opération à son terme. Il dira par la suite les raisons de cette présence, que ce petit message s'adresse uniquement aux magistrats. En gros, il va poser la question, il va demander combien de temps il sera condamné, et la réponse est 18 ans, mais avec remise de peine. Les gens qui ne reculons jamais. Il faut bien se dire ça. Pour ma part, j'encourais aujourd'hui une peine de 20 années de réclusion criminelle. Je pense qu'une peine de 18 années aurait été prononcée contre moi.
Il est hors de question que nous subissions de telles peines. En fait, l'exécution de ces peines correspond, dans la réalité, à notre mort sociale. Je préfère mourir matériellement. C'est beaucoup plus intéressant que de pourrir dans... Et il est l'heure de manger. Du coup, maître Taupier sort et va chercher la nourriture. Il y aura 34 repas, de l'eau minérale, des cigarettes, des bières. Georges va distribuer la nourriture, mais il va dire quelque chose. Il va dire aux otages, connaissez-vous des gangsters qui vous offrent de la nourriture? Et la radio se met en route. Tout le monde entend ce que les journalistes disent d'eux, en fait. Tout le monde est au courant de ce qu'ils vont faire. À 13h30, il demande un bus qui soit amené le plus bref délai devant le palais de justice. Un véhicule pour lui et ses complices et les otages. Et les heures passent et rien du tout. 16h. L'avocat informe que Robert Broussard est en chemin. Pourquoi il a la haine contre lui? Parce que c'est l'homme qui a assassiné Jacques Messrin. En gros, 17h, il n'y a toujours pas de Robert. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler et il exige qu'on lui passe Robert. Mais ils vont le mettre à l'envers, ils vont lui passer plusieurs personnes, etc. sans avoir Robert à la fin. Soudain, le téléphone sonne et c'est Robert au téléphone. Une discussion s'installe. Je suis là, on va pouvoir discuter. Qui je? Broussard, vous me connaissez? Broussard, celui-même qui est venu poser pour la photo à l'exécution de Maître Jacques? Si vous voulez. Alors on en est où? On en est à ce que je commence un peu à être long. Tout ça, il va falloir te remuer un peu. Alors écoute-moi bien, Broussard. Tu vas te pointer ici avec ton pote le préfet dans cette salle et je vais vous donner toutes les directives à suivre. Donc on se tire d'ici, tu piges? Dis donc, s'il y a du monde dans cette salle avec vous, je pense à la sécurité de ces gens. Moi, il faudrait que t'en laisses partir quelques-uns en compensation, quoi. C'est pas toi qui décides de ce genre de choses. Et crois-moi, on n'est plus en sécurité avec nous qu'avec toi. Merci quand même pour eux. Bon, tu te présentes dans un quart d'heure. Les étudiants vont rentrer chez elles comme prévu. Il y en a combien? Tu verras bien. À tout de suite, Robert. Et Georges, ça se passe pas comme ça. Il faut qu'on négocie le mouvement dans un quart d'heure. Et Georges raccroche. Et ça ressonne. Mais c'est le président de la cour qui va répondre. Il dira, ne quittez pas. C'est Broussard, monsieur Courtois. Il veut vous dire quelque chose. Il va reprendre le téléphone. Il dira, bon, dis-lui qu'il est là et qu'il va se faire... Et Karim va s'énerver et va lui dire, va te faire. Il va pas continuer longtemps à son cinéma. Donne-moi ce téléphone. Et du coup, il va prendre ce téléphone, très énervé. Il dira à Broussard, arrête ton numéro et va te faire. T'as compris, sois là dans un quart d'heure et c'est tout. Il raccroche sans attendre de réponse, puis se tourne vers son complice. Et il dira, plus personne ne décroche le téléphone tant que le Broussard n'est pas pointé en chair et en os. Et en gros, quelques minutes plus tard, t'as le téléphone ressonne et t'as Broussard qui dit, je suis là derrière. Courtois dira, est-ce que t'as le préfet avec toi? Il lui affirmera qu'il est avec. Courtois dira que si tu es armé, tu lui donnes à quelqu'un d'autre ton arme, parce que je veux que tu rentres sans arme. Et en fait, il dira, mais ça se passe pas comme ça, et Courtois dira, bah si ça se passe comme ça, t'enlèves ton arme, sinon tu rentres pas. Robert va rentrer, et les otages étudiants vont être libérés. Il réclame un bus, et très vite, sinon ça va l'énerver, ça va partir en cacahuète. Robert va partir avec son collègue, et il dira, avant de passer la porte, que le problème n'est pas de faire venir un car. C'est que là, ils sont en France et que ça se passe pas comme ça en France. Courtois va dire, mais en fait, c'est moi qui commande, c'est pas toi. 20h30. La nuit est tombée depuis quelques heures maintenant et il y a toujours pas d'autocar et ça fait déjà 10 heures qu'ils sont là, quoi. Et toujours pas de bus, rien du tout, rien n'a avancé. Négociation style. Tout le monde se prépare à passer la nuit dans la salle d'audience. Georges voit que les gens se baladent dans les couloirs. Du coup, il appelle Robert et il lui dira, si tu fais pas sortir les gens, je bute quelqu'un. Et Robert dit, mais en fait c'est des journalistes, je peux rien faire. Des coups de feu sans toucher quelqu'un. Et Robert il a peur. Donc, du coup, ce qu'il fait, il va faire sortir les gens. Ça commence à le saouler là. Ça fait des heures et des heures qu'il demande un autocar et personne ramène un autocar. Du coup, Karim s'énerve et il va prendre la parole. Je vais me flinguer et je vais jeter cette grenade. J'ai encore une autre ici, là. Je préfère quand même ne pas partir tout seul, ne pas mourir tout seul. Au moins 4 personnes, ça me fait du bien. D'accord? Bon, ça a assez traîné, ça suffit, hein, parce que ma patience personnelle a des...
22h30, l'un des jurés s'effondre et fait un malaise cardiaque. Les preneurs d'otages le laissent sortir. 23h30, c'est une autre femme qui fait un malaise diabétique. Elle est libérée. Liberté à un homme qui était malade et dont le fils m'a fait passer un message pour me le faire connaître. Je pense que ce sont là des gestes de compassion qui méritent d'être retenus et remarqués. Il sera procédé également à la libération d'une dame ici présente d'un certain âge et qui est également malade et qui pourra donc rejoindre ses foyers sans problème. Pour toi, elle était très gentille de me voir très fatiguée, vu que je suis diabétique, il va donc me relâcher. Mais je trouve que les autorités sont quand même un peu lentes à se... Les otages sont plus que 14 sur 34. Il reste le président, ses 2 assesseurs, le procureur, une greffier et 9 jurés. 5h du matin. Le jour n'était pas encore levé et tout le monde a fait une nuit blanche. Ce qu'ils vont faire, ils ont tellement marre qu'ils vont aller dans le hall et ils se rendent compte qu'ils ont fermé les portes à clé. En fait, ils peuvent pas sortir. Ce qu'ils vont faire demi-tour, ils vont re-aller dans le palais de justice. Mais en faisant demi-tour, ils ont oublié un greffier. Du coup, le greffier, il a pu se barrer. Du coup, il reste que 13 otages. 20 décembre 1985, 7h. Toujours pas de car. Mais les gens leur ont ramené du café et des journaux. Pour le petit-déj. Ils sont gentils, hein. Ils ont reçu des journaux français, anglais, japonais, américains, de tous les pays. Ils sont célèbres. Robert va téléphoner et dira, tu vois, vous avez eu ce que vous voulez. Maintenant, c'est fini. On arrête les conneries, vous vous rendez, je parle au juge et je fais arranger votre dossier. L'affaire est close. Pour toi n'est pas du pain. Il dira, soyons sérieux, Robert. Tu nous prends pour des débiles, je vais pas dire le mot. Avec ton histoire de car, change de registre. Tu vas nous emmener une bagnole, une vraie, avec des clés, un plein, une entourloupe. Et dans les meilleurs délais. On quitte ce foutu palais de justice, on rentre à la maison, mon vieux. La meilleure des choses a une fin. Il va demander une voiture pour cette personne. Il dira que les 9 jurés seront relâchés. Maintenant, il reste 4 otages. Le président de la cour, 2 assesseurs et le procureur. Quelque temps après, il y a une voiture qui arrive, c'est une Renault Espace. Georges prend le tel direct et dira « Je t'annonce la suite du programme. Je vais me pointer sur le marche avec notre ami le président Domon Arnaché pour vérifier la présence de la bagnole. S'il est là, j'y monte avec lui. Karim prend place avec les siens et Patrick fermera la marche avec notre chauffeur. 14h30 précise, on sortira de ce merdier. Que tu sois d'accord ou pas. » Fin de la discussion. Robert dira « Vous comptez aller où ?» Il dira « Je te l'ai dit, Robert. Nous rentrons à la maison. » Que tu sois d'accord ou pas. Fin de la discussion, fin des palabres. Vous comptez aller où? Je t'ai dit, Robert. Nous rentrons à la maison. Et les magistrats? Peut-être qu'eux aussi rentreront chez eux, on sait jamais. On va voir Georges, comme promis, en haut des marches, menotté au président de la cour d'assises. Les forces de l'ordre sont partout, armées et prêts à intervenir, puis 2 coups de feu direct en l'air, un avertissement en mode c'est moi qui contrôle. Il va retourner à l'intérieur, mais quelques secondes plus tard, il va sortir et cette fois-ci en direction des journalistes et tire. Il tire en l'air, il tire en l'air. Plantez-vous là, et bougez plus les mecs, là c'est un... il tire à 2 mains les mecs, il tire à 2 mains les gars. En fait, ils se disent, mais en fait, ils rigolent pas. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que Broussard rentre en scène et va tenter de garder le contrôle de la situation et coordonner la partie des otages et des 3 mecs. Peu après, Georges Courtois sort enfin du palais de la justice, comme promis, puis vient Karim, enchaîné des 2 otages, enfin Patrick fermant la marche. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils vont en direction de l'aéroport. Mais devant l'aéroport, il y a des barrières, et les barrières ne sont pas ouvertes. Là, il va dire, mais ouvre, je veux aller à l'aéroport. Robert dira, tu lâches. Tu lâches 2 otages. Si tu en as 2 ou 4 séparés, tu lâches 2 otages et je t'ouvre la porte. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va lâcher les 2 assesseurs. Et il va garder le coureur général et le président de la cour d'assises. La voiture avance lentement. Et derrière, les forces de l'ordre, toujours en retrait, mais là. Et là, t'as Robert qui lui dit, viens discuter, viens me voir, j'ai un truc à te dire, faut qu'on discute. Le truc qui lui dit, ça va avancer
l'affaire. Et Georges va s'interroger, il va se dire qu'est-ce qu'il veut. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va y aller. Et en gros, depuis hier, il a un papier et il voudrait qu'il le lise. Le papier, c'est un arrêt d'expulsion signé par le ministre de l'Intérieur pour Karim. Karim sera expulsé vers une destination de son choix, mais seulement en échange de sa reddition et celle de Patrick. Mais Georges dira mais c'est pas moi de décider, hein. C'est Karim. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler Karim et c'est lui qui va décider. Il veut partir. Il veut partir, mais en condition la présence du consulat général du Maroc pour garantir la parole de l'État français. Le consul arrive et il discute et tout le monde semble d'accord. Karim quitte les lieux vers les destinations de son choix, ça veut dire le Maroc. Et le consul jure même sur le Coran et que la France tiendra la parole. Georges et Patrick acceptent de se rendre. Compte tenu de l'intervention de M. Karim Kalki dans l'enceinte de la cour d'assises, la mise en jeu de sa vie et de sa liberté, nous estimons devoir aujourd'hui échanger la nôtre contre la sienne qui nous était garantie par le ministre de l'Intérieur. Nous considérons cette affaire comme un demi-échec, c'est-à-dire comme un demi-succès. La prise d'otage de Nantes est enfin terminée. 36 heures de détention, la France va mettre une petite carotte. L'arrêt de l'expulsion de Karim va être annulé. Karim va être arrêté. Il sera jugé avec ses amis le 28 février 1988. Georges et Karim prennent 20 ans de la prison, alors que Patrick prend 14 ans. Après sa libération, Karim s'installe au Maroc où il dirigeera une exploitation agricole. Et pour Patrick, il retourne à sa vie plus ordinaire dans le monde du travail. L'un des jurés pris en otage va entamer une relation avec Georges en prison et il sortira en 1995. Et il replongera dans le crime et va retourner en prison jusqu'en 2014. En 2015, il publie ses mémoires, Au marché du palais, et un autre mémoire du preneur d'otages. Il décédera la nuit du 16 au 17 mars 2019 à l'âge de 71 ans, dans son appartement à Quimpelet. L'autopsie a été faite le 19 mars 2019 et a permis de révéler que son décès était avant l'incendie de son logement. Du coup, on ne sait pas si c'est un meurtre. Mort naturelle. Quand même chelou sa mort. Mais bon, la justice a conclu que c'était comme ça et que pour eux, il n'y a aucune preuve dans la maison qui prouve que c'est un meurtre et aucune preuve qu'il est mort de mort naturelle. Enfin. Voilà comment se finit le braquage et l'histoire de Georges Courtois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, likez, partagez, venez me suivre sur mes autres réseaux. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.